Salut à tous, c'est Jérém, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinéshot. Aujourd'hui, on va parler de cinéma, mais attention, pas n'importe quel cinéma, puisqu'on va parler d'un de mes réalisateurs préférés, un titan de la réalisation, un homme au cerveau complètement malade, j'ai nommé le grand Tim Burton. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Ça y est, le dernier film de Tim Burton est en salle, et c'est pas n'importe quel film, puisqu'il s'agit de Beetlejuice, qui est en fait la suite de l'un de ses films qu'il avait déjà créé dans les années 80, son second film pour être précis, et c'est la première fois que Tim Burton revient sur une de ses créations après autant de temps. Marvel, prenez-en de la graine. Ça va chier dans les casseroles. On va en parler, je vais vous donner mon avis, je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé sur le film. Vous verrez qu'il y a plein de choses à dire, mais avant il y a une tradition dans cette émission, générique. Tim Burton, si vous le connaissez pas, c'est une pointure du monde de cinéma. Il a fait énormément de films qui sont connus, qui ont été des succès cinématographiques et au box-office. Parmi ses réalisations, on peut noter Charlie et la chocolaterie, Alice au pays des merveilles. Il a travaillé aussi sur 2 Batman. Dernièrement, il a réalisé la série Mercredi sur Netflix, qui a été un succès. Tim Burton, c'est quelqu'un qui privilégie la qualité à la quantité, qui ne sort pas beaucoup de choses, mais quand il sort quelque chose, généralement, on n'est pas déçu. Avant de vous parler du film qui est actuellement au ciné, Beetlejuice, il faut que je vous parle de Beetlejuice, le premier film qui est sorti en 1988. C'est le deuxième long métrage qu'il a fait en tant que réalisateur, ça commence à dater, parce que Beetlejuice, c'est tout simplement la suite de Beetlejuice, mais à notre époque, là où le premier film se déroulait dans les années 80. J'ai rien compris. Donc Beetlejuice, ça raconte l'histoire d'un couple qui s'installe dans une maison et qui va mourir de manière tragique. Ils vont se rendre compte qu'ils sont morts à des petits détails qui changent dans leur environnement, des petites choses paranormales qui vont arriver, qui n'étaient pas là avant, notamment un manuel qui a popé dans leur maison qui s'appelle le manuel des personnes décédées. Ces personnes-là ne peuvent pas sortir de la maison et elles découvrent petit à petit comment fonctionne la vie de mort, l'au-delà, etc. Problème, une famille complètement déjantée vient s'installer dans la maison, le père il en a rien à foutre de tout, ce qu'il veut c'est la campagne, la belle-mère est une artiste complètement barrée qui fait des trucs super moches mais qui a une pensée d'artiste, et la fille est une gothique habillée en noir, un petit peu dépressive et qui en a juste marre de ses parents. Cette famille commence à changer toute la maison, à faire des travaux, changer toute la déco, et ça forcément ça plaît pas à nos deux fantômes qui étaient dans leur petit havre de paix. Du coup ils vont essayer de chasser les étrangers en leur faisant peur. Mais dehors les Romano! Mais ça fonctionne pas si bien que ce qu'ils voudraient. Sauf que dans le monde des morts, il existe un démon un peu spécial qui propose ses services quand on a des problèmes avec les humains. Ce démon, il s'appelle Beetlejuice et il apparaît quand on prononce 3 fois son nom. Seulement attention, quand Beetlejuice apparaît, c'est le chaos le plus total. Non seulement il va essayer de vous faire signer des contrats douteux que vous pourrez pas forcément remplir et dans lesquels vous serez forcément perdant à la fin, mais en plus c'est littéralement un gros beauf mal élevé qui en fait qu'à sa tête, qui est crade, etc. etc. On est loin du démon horrifique qui fait peur, on est plus sur le personnage gênant et chaotique complètement barré. Et donc dans le premier film sorti en 1988, on va suivre en fait un peu les aventures de ces deux fantômes avec Beetlejuice et comment ils vont cohabiter avec cette famille. Dans Beetlejuice, et ben en fait des années plus tard, on va retrouver cette même famille avec le personnage principal qui est Lydia. La petite fille gothique du premier est devenue une adulte de plus de 40 ans et elle est aussi maman d'une ado incarnée par Jenna Ortega. Lydia a toujours ce pouvoir de voir les fantômes, de voir l'au-delà, de communiquer avec les morts, sauf qu'elle en a même carrément fait son métier. Elle anime une animation télévisée où elle parle de fantômes et elle résout les problèmes paranormaux des gens. Ça lui donne une super image médiatique, mais aux yeux de sa fille, elle passe pour une tarée complète parce que sa fille, Astrid, ne croit pas du tout aux histoires de fantômes et elle considère juste que sa mère est timbrée. Les événements vont faire qu'elle va se retrouver dans la maison du premier opus avec sa belle-mère et sa fille, sauf que vous imaginez bien que ça va pas se passer comme prévu et la famille va encore avoir affaire à l'au-delà et aux morts. J'ai adoré ce film. Pourquoi? Parce qu'on est sur un film ultra créatif, c'est-à-dire que vous avez littéralement l'impression d'être dans la tête de Tim Burton. Il y a des détails qui fusent tout le temps, des petites choses, des fois c'est juste un élément dans le décor, des fois c'est carrément la façon de se tenir d'un personnage ou un personnage justement complètement barré. C'est aussi la direction artistique qui est dingue. On est sur du 100% Tim Burton, on est dans un film qui est complètement évasif, fantastique, avec des références cachées un petit peu partout. On a aussi un film qui se veut visuellement vraiment très agréable à regarder et qui est très fidèle au premier. Et ça fait aussi plaisir de voir un film aujourd'hui qui est pas 100% CGI. Là, on a aussi un film avec des vrais décors à l'ancienne, du carton-pâte, du maquillage, pas forcément de 3D et ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir. Je m'attarde pas plus sur mon avis, il y a plein de points que j'aimerais aborder, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans les rubriques. On va passer tout de suite au trailer react et regarder ensemble la bande-annonce. Quand vous conduirez un break avec 3 mômes à l'arrière et que vous vous taperez votre prof de pilates pour combler le vide de votre existence, je pense que vous rigolerez moins.
Ok, donc la bande-annonce commence sur les chapeaux de roue. On a directement un plan de Jenna Ortega dans le rôle d'Astrid qui est à l'école. Elle se fait un peu chambrer parce que sa mère est médiatiquement connue. D'ailleurs, on voit bien que Astrid, elle apprécie pas forcément sa mère. Elle a donné un sale surnom sur son téléphone. Et puis on a un personnage qui a un cynisme assez fort et marqué. La façon dont elle rembarre les filles. Elle leur balance une punchline qui est assez dingue. Hein. Quand vous conduirez un break avec 3 mômes à l'arrière et que vous taperez votre prof de pilates pour combler le vide de votre existence. Dans le cul, dans le cul. C'est génial. Le fait que ça soit elle qui est montrée au début de la bande-annonce, ça montre aussi que ça va être elle le vrai sujet de ce film. C'est elle le personnage principal. C'est pas Lydia, contrairement au premier film. Là, on va se concentrer vraiment sur le personnage d'Astrid. Ma mère a grandi ici, dans la vieille baraque sur la colline. La maison hantée, sérieux? Ta mère c'est Lydia Dietz? Ouais, malheureusement. C'est une vraie légende? Les vivants et les morts peuvent-ils coexister? L'occasion parfaite. Les fantômes n'existent pas. Y a que les débiles pour y croire. J'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Plusieurs choses intéressantes sur cette séquence. Premièrement, on voit qu'on est clairement dans du Tim Burton. L'idée de mettre une maison dans un drap pour faire genre la maison aussi est en deuil, ça c'est génial. Il n'y a que Tim Burton qui peut avoir ce genre d'idée. Visuellement, ça rend super bien en plus parce que la maison est blanche, en bois, tout en hauteur. Et les draps noirs comme ça, c'est vraiment joli. À l'écran, ça rend super bien. Ça, c'est un premier détail. On a une idée de ce qu'on va voir à l'écran, de quel style, dans quelle couleur va être le film. Deuxième élément qui est intéressant, vous pouvez voir déjà que les plans et les lieux, c'est les mêmes que le premier. On voit le fameux pont couvert qui permet d'aller à la maison et qui est aussi le lieu où les deux fantômes sont morts. Il y a même un moment dans le film où on voit encore la voiture piquée dans l'eau comme si personne ne l'avait jamais enlevée. Et vous voyez aussi au début de la séquence, on voit ce plan de drone qui passe au-dessus de la ville, par-dessus les arbres, où on voit les bâtiments. Le premier film commence comme ça, sur des plans de drone, le deuxième pareil. Dites-vous bien que Tim Burton est même allé jusqu'à reprendre la police d'écriture avec l'espèce d'effet glow noir qu'on retrouve dans le premier et qui était totalement, on va dire, en accord avec l'époque. Là, il a repris le même truc, on n'est plus du tout dans les années 80, mais il a été totalement raccord avec son film, il a recréé les mêmes choses, la même ambiance qu'on a dans ce premier film. Vous voyez aussi que Lydia, elle n'a pas vraiment changé, hein, elle est exactement pareille au niveau du look que dans le premier, elle est juste un petit peu plus vieille. Petite vieille! Quand on a vu le premier film, on n'est pas perdu. J'ai besoin de vous pour sauver ma fille. Mais qu'est-ce qui me dit que vous me trahirez pas? Sur l'âme de ma chère maman, je jure. Oula. Bob, toi et les gars, vous montez la garde. Personne ne passe. En route, Thierry. Vous reconnaissez cette poule? Jamais vu cette gonzesse de ma vie, ni de ma mort. On attend quoi? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Les affaires reprennent. Bob, tu gardes la boutique. Videz votre sac. Qui veut commencer? Ok, je me lance. Vous voyez, je suis prêt à faire des efforts. L'au-delà, c'est n'importe quoi! C'était vous dans mon rêve. C'est plutôt rayon cauchemar. Il y a toujours aussi cet aspect poétique qu'on retrouve dans les films de Tim Burton. Hein. On peut voir un moment les personnages qui dansent. Il y a un côté très gracieux, très poétique. Il y a toujours cette thématique de l'amour qui est présente. On a un savant mélange de l'amour, de la peur et du rire. Et en fait, ce mélange, ça donne un truc complètement métissé et super intéressant qui juste nous captive pendant tout le film en fait. Ce qui est dingue, c'est qu'on a tous les codes de l'horreur. Hein. On a des personnages bizarres, on a des choses qui sont un petit peu paranormales, etc. L'éclairage, il y a des trucs dégueulasse, la scène où Beetlejuice sort ses tripes, ouais c'est crade, mais en même temps on est sur cette ambiance de comédie, c'est-à-dire qu'on rigole. Franchement, le personnage de Beetlejuice, il est à mourir de rire, il fait pas du tout peur, au contraire c'est plutôt une espèce de beauf mort-vivant et ça vient complètement contraster tout ça. À chaque fois pendant le film on se dit putain mais quelle est la prochaine dinguerie qu'on va voir qui va nous faire sourire, qui va nous faire rire. À aucun moment on peut prévoir, on peut prédire ce qui va se passer. J'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. On se laisse aller et on se laisse surprendre. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que montre la bande-annonce. Il se passe plein de choses. La façon dont la bande-annonce nous présente tout ça, c'est pas forcément cohérent, il n'y a pas forcément d'ordre. Par contre, on se dit putain ouais, ok, ça y va franco. Et franchement, la bande-annonce dévoile pas tout. Hein. Il y a suffisamment de détails dans le film, de scènes intéressantes pour que justement cette bande-annonce soit riche en contenu. Il n'y a rien de plus difficile que d'affronter l'inconnu et triompher de ses peurs.
C'est quoi ce Merci à tous d'être venus en ce jour, pas comme les autres, mais là, on aimerait un peu d'intimité. Avec cette bande-annonce, vous avez déjà un échantillon de la dinguerie qui est ce film, de la quantité d'idées géniales qu'il y a dans ce film. Vous voyez la dernière scène où les gens se font littéralement aspirer par leur smartphone. À travers cette scène, Tim Burton a clairement voulu se moquer en fait de cette génération, cette époque dans laquelle on vit, où tout le monde dégaine son smartphone à la moindre occasion pour filmer un truc un peu chelou. Et je trouve ça génial en fait, le côté où en fait, ah vas-y, vous avez tous dégainé, bah, vous avez tous rentré dans votre smartphone, et tant pis pour ceux qui l'ont sorti quoi. Ce qui est dingue, c'est que vraiment tout le monde sans exception dans la salle l'a sorti, et à la fin, bah dans la salle, il n'y a plus personne. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Ce genre d'idée, c'est des petits détails, c'est des micro-scènes, ça dure 2 secondes, mais en fait c'est trop bien, c'est super bien pensé, c'est vraiment de l'écriture. Tu sens que dans ce film, il y a vraiment eu un souci du détail et une recherche d'idées qui a été vraiment abondante. Autre chose cool avec cette bande-annonce, c'est qu'on n'a pas vraiment de spoil, hein. On a une idée rapide de ce qui va se passer. On a le début qui introduit un petit peu le personnage d'Astrid, qui montre qu'il y a une relation conflictuelle avec sa mère. On comprend que Lydia est un petit peu bizarre, qu'il va se passer quelque chose qui va la pousser, l'obliger à rappeler Beetlejuice, et à partir du moment où Beetlejuice réapparaît, c'est parti pour le chaos. Et c'est là que ça commence à partir en live. Et je vous propose qu'on rentre un peu plus dans les détails du film, et pour ça, eh ben, on va regarder un peu les critiques presse. C'est parti pour la critique des critiques. Bon, comme d'hab, on fait un petit point rapide sur les notes de la presse. On est le jour de la sortie du film en France. Moi, je l'ai vu en avant-première, donc forcément, j'ai un petit peu d'avance. C'est possible que toutes les critiques soient pas encore sorties. Bon, je viens tout juste de terminer le tournage de la vidéo et en même pas 2 heures de temps, la page des critiques a doublé. C'est-à-dire que j'avais 12 critiques pendant le tournage, là j'en ai 24 et la plus basse est à 2 étoiles. Mais sinon, toutes les autres, on a exactement le même ratio, 4 étoiles et 3 étoiles pour le reste. C'est dingue. Par contre, c'est ouf comment en 2 heures, le nombre de critiques a popé. C'est vraiment un film qui intéresse les gens. Comme quoi, Tim Burton, c'est vraiment un réalisateur qui est suivi et qui intéresse. Quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui, la presse qui a mis une note de 3,5 et les spectateurs 3,6. On va voir ce qui a motivé ces notes. 20 minutes. Tim Burton donne une suite savoureuse à son classique de 1988. Un classique, c'est peu dire parce qu'on est carrément sur son 2e long métrage de l'époque, donc c'est vraiment le tout début de sa carrière. Et comme je vous le disais, c'est la première fois que Tim Burton crée une suite à un film qu'il a fait il y a des années et des années. C'est pas un exercice courant qu'il fait. Il a adapté des courts-métrages ou des textes qu'il avait écrits en long-métrage, mais il a jamais encore fait une suite à un long métrage ancien qu'il avait fait. Batman, c'est un peu différent parce qu'il a fait 2 opus et comme on est sur une licence, il y a déjà beaucoup de matière à prendre dans les comics. Tu serais pas super-héros, toi? Jusqu'au trou du cul, chérie. La plupart des films de Tim Burton sont adaptés d'œuvres, de romans, de bandes dessinées, de poèmes, de plein de choses ou même de films. Beetlejuice, c'est un petit peu plus une œuvre originale. Je sais qu'il a coécrit ça avec un autre gars. Donc avec la sortie de ce 2e opus, on est vraiment sur quelque chose d'un peu exclusif. Autre chose à noter sur cette suite savoureuse, c'est que dans ce 2e film, vous avez les acteurs du premier. Michael Keaton faisait déjà Beetlejuice dans le premier. Winona Ryder jouait déjà Lydia dans le premier. Catherine O'Hara jouait déjà Delia, la belle-mère complètement barrée, artiste, dans le premier. Donc on a un casting qui est très cohérent et qui fait clairement plaisir parce que on a la joie de retrouver en fait exactement les mêmes personnages du premier dans le 2e en plus vieux et avec une histoire qui a évolué. Donc vraiment, Tim Burton a fait les choses proprement de ce côté-là. Et ce qui est dingue aussi dans ce film, c'est que on a une Jenna Ortega qui a brillé dans la série Mercredi. On a aussi Monica Bellucci qui joue dans ce film, qui n'est autre que la compagne actuelle de Tim Burton. On a un petit peu un côté ancienne et nouvelle génération qui se côtoient dans un même film. On sait que Tim Burton a ses acteurs préférés, il a ses têtes comme beaucoup de réalisateurs. D'un point de vue du montage et de la structure du film, il y a vraiment plein de points communs avec le premier film. Parfois on a les mêmes valeurs de plan que dans le premier et dans le 2e, qui montrent les mêmes choses. La différence c'est qu'il y a des Tesla dans les jardins. Bon, ça forcément c'est un peu différent. Le moment où Beetlejuice est invoqué et arrive dans le film pour foutre le bordel, c'est à peu près le même moment au niveau du timing que dans le premier. On a un film qui est construit de la même façon que le premier, mais qui est aussi rafraîchissant dans les idées. On a vraiment cette affiliation au premier qui se fait tranquille. Il ne le dénature pas, il ne pourrit pas sa réputation, il ne vient pas entacher l'image du premier, mais en même temps, il fait ça proprement avec des techniques qui sont peut-être plus calées avec l'humour, la société d'aujourd'hui et les moyens techniques d'aujourd'hui, et ça marche. Franchement, ça marche. Le journal du dimanche, cette comédie macabre réussit à restituer l'univers de Beetlejuice et à le réinventer grâce à une imagination débridée, pleine de fantaisie, d'onirisme qui flirte avec le surréalisme, de tendresse, de folie, d'outrance, de burlesque. On est sur du Tim Burton, clairement. Une imagination débridée, je pense que rien qu'avec ces 2 mots, on peut définir Tim Burton.
En fait, c'est assez dingue qu'autant de choses différentes puissent se côtoyer dans un même film. Dites-vous que dans le film, il y a une espèce de guichet en fait. Quand tu meurs, t'arrives dans une espèce de guichet d'administration. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a une métaphore avec l'administration quand t'es mort qui est à mourir de rire. En fait, c'est trop chiant. Tu dois attendre dans un putain de guichet que quelqu'un vienne t'ouvrir et tu dois prendre ton ticket pour attendre. Il faut que t'aies ton dossier, machin. Pire que l'administration française. Il y a un moment où un personnage décédé attend à un guichet, donc en fait, il en a marre d'attendre. Il gratte toute la file et le personnage qui était justement en train de parler, on jurerait Donald Trump. Je pourrais aussi vous parler du moment où Lydia retourne pour la première fois dans l'univers de Beetlejuice et qui se prend clairement pour un psychologue ou un thérapeute de couple, et il y a cette métaphore en fait où il va ouvrir son ventre et laisser tomber ses intestins sur la table devant, l'expression mettre ses tripes sur la table, vider son sac. On a vraiment en fait un côté métaphorique aussi dans ce film qui est dingue. Vous avez une métaphore, une expression, bah en fait Tim Burton il va la prendre et il va en faire une scène qui est cohérente et visuellement intéressante ou même drôle. Créativement c'est dingue. Si vous cherchez des idées, mais regardez ce film, vous trouverez forcément des choses. Première, c'est Beetlejuice revivifié par Mercredi. Les dialogues écrits par les deux showrunners de la série Netflix sont souvent drôles. Tim Burton au sommet de son art autoréférentiel avec un grand sourire aux lèvres et en tapant du pied, une humeur disco soul a remplacé Belafonte dans la BO, et le film ne déçoit pas sur le plan des séquences musicales endiablées, ce qui n'est pas rien. La musique a une place dans les films de Tim Burton qui est dingue. Il y a toujours eu des séquences musicales incroyables. Vous regardez Charlie et la chocolaterie et la séquence par exemple où les tablettes de chocolat sont emballées, il y a une musique super intéressante, super entraînante, vraiment qui va monter en puissance. Vous regardez les Oompa Loompa qui chantent tout le temps. Bon bah là dans ce film c'est exactement pareil. Ce film ne se regarde pas sans musique. C'est une des raisons pour laquelle il faut aller le voir au ciné, parce que le son va être incroyable et vous profiterez à fond de la BO du film. Ok, balance le son, papa. On a toujours cette ambiance un peu Halloween, fanfare, à la fois entre le burlesque, comme disait la critique d'avant, et l'horreur. On sent que l'harmonie de la musique, la composition de la musique utilise ces tonalités un peu mineures, un petit peu macabres, mais en même temps on est sur des rythmes très joyeux, très fun, et la musique vient rythmer l'expérience tout au long du film. On a une scène par exemple où il y a une espèce d'équipe de police, de force spéciale de l'au-delà qui va essayer de récupérer Beetlejuice, et en fait on a en parallèle de ça une scène de mariage dans une église. Donc dans l'église on a une musique très légère et très dans le thème de l'amour, et en fait on est intercoupé par des plans à l'extérieur de l'équipe des forces de l'ordre qui va progresser entre les tombes, un peu comme s'ils étaient en mode infiltration. La musique elle va s'entrecouper, on va avoir la musique un peu légère et d'un coup on va avoir limite mission impossible, très rythmé, bam bam bam, hop là on revient sur le mariage et c'est très cool et bam on revient sur le cimetière. On va souvent avoir la musique qui va marquer en fait des événements et qui va venir soutenir la narration, soutenir ce qui se passe à l'écran. C'est pas toujours le cas au ciné, c'est bien dommage. Moi je considère que ça devrait être une norme parce que ça renforce vraiment l'expérience de visionnage. Je connais cette théorie, oui. La critique parle de soul, ouais, on a clairement de la soul, le jeu de mots avec l'âme, bah voilà, la soul, les âmes qui vont dans l'au-delà doivent emprunter le soul train, et bah en fait dans ce train, on danse la soul. On va avoir des danseurs un peu à la Michael Jackson, des trucs un peu gospel et tout, c'est grave stylé, il fallait y penser, et cet élément est une vanne à elle toute seule, et ça marche. Bref, je pourrais vous parler de la BO de ce film encore longtemps, ce qu'il faut retenir, c'est que la musique fait partie intégrante de l'expérience quand on va voir Beetlejuice. Écran large. Beetlejuice est pétri des défauts qui vont avec l'imaginaire foutraque du réalisateur, mais devant son humour au poil et sa créativité débordante, on l'accepte et on applaudit ce retour timide mais indéniable du réalisateur qu'on aimait. Ça peut pas plaire à tout le monde, ce côté un petit peu déluré. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Moi j'avoue que la première fois que j'ai vu la bande-annonce du film, je me suis dit c'est quoi ce truc? Je me suis un peu forcé à regarder le premier. C'est de la merde. Et en fait, j'ai été très agréablement surpris. C'est un film qui correspond totalement à mes standards de ciné, à ce que j'aime au cinéma. L'humour, c'est totalement mon humour. Donc quand je suis allé voir Beetlejuice, j'étais relativement confiant. Je pense qu'un bon indicateur pour savoir si ce deuxième film va vous plaire, regardez le premier. Le deuxième est totalement dans la veine du premier, donc si vous aimez pas le premier, c'est pas sûr que vous aimiez le deuxième. Moi, je vous recommande quand même de voir le premier avant de voir le deuxième, parce qu'il y a plein de références, de détails cachés dans le film que vous apprécierez si vous avez vu le premier. Il y a plein de petites choses aussi que vous comprendrez mieux. C'est vraiment appréciable et c'est vraiment un point positif du film, donc ça serait dommage de passer à côté. La critique soulève un point intéressant, le retour de Tim Burton. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti un long métrage. Il a sorti Mercredi, la série sur Netflix en 2022, c'est relativement récent, mais le dernier film qu'il a sorti c'était en 2019, c'était l'adaptation en prise de vue réelle de Dumbo pour Disney. Et le film encore avant, c'était Miss Peregrine et les enfants particuliers en 2016, limite tous les 3-4 ans il nous sort un film. Là ça faisait un peu plus longtemps. Donc c'est cool de voir Tim Burton revenir au cinéma. On sait que Tim Burton privilégie
privilégie la qualité à la quantité. C'est son 20e film en 40 ans, donc c'est pas peu, mais c'est pas énorme non plus. Il y a des réalisateurs qui ont un débit de sortie beaucoup plus important. Il faut reconnaître aussi une chose, il y a très peu de ces films qui sont des purges, c'est-à-dire que la créativité prend le dessus et que on aime ou on n'aime pas, mais il y a forcément du bon à prendre dans chacun de ces films. Ça fait bizarre de pas avoir des critiques à 1 ou 2 étoiles, ça va sûrement venir dans les jours qui viennent. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. Si jamais je vois des pépites, je les mettrai en commentaire avec bien sûr mon petit avis en plus qui va bien. Sur ce, on a un peu fait le tour des critiques presse qui sont sorties, donc je vous propose qu'on s'amuse un peu et qu'on passe au pop quiz. Alors non, la salle n'était pas pleine, mais je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que c'était une avant-première, donc déjà les avant-premières, c'est pas forcément des séances qui sont beaucoup mises en valeur. Et ensuite, le tout public ne va pas forcément chercher les avant-premières. C'est souvent les cinéphiles ou les passionnés qui vont chercher ce genre de séance, ou alors des gens qui tombent par hasard sur l'avant-première. Deux autres points qui ont fait aussi qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde dans la salle. Déjà en premier, il y avait une soirée des passionnés en parallèle du film, dans une salle plus loin. Donc ça veut dire que tous les détenteurs du cinépass qui voulaient faire cette soirée-là, ils allaient pas voir l'avant-première de Beetlejuice. Ouais. Il y a à manger gratos et du popcorn, donc forcément le choix il est vite fait. Pour nous c'est gratuit. Et deuxième point, la rentrée scolaire, on était le premier vendredi après la rentrée scolaire, donc je comprends totalement que les gens aient trouvé autre chose à faire ce soir-là. Alors non, j'ai pas identifié de chansons que je connaissais. C'est sûrement dû au fait que j'ai pas une culture soul très développée. On est en mission pour le Seigneur. Mais c'est aussi dû au fait que j'étais plus attentif à la musique d'ambiance. La musique était très synchronisée avec ce qui se passait à l'image. Le montage de ce côté-là était vraiment bien fait. On a des phrases musicales qui correspondaient parfaitement à l'action des personnages, à l'ambiance des scènes. Donc je me suis plutôt concentré là-dessus. En plus, je sais pas si vous le savez, mais Tim Burton, il travaille avec le même mec au son de ses films depuis quasiment le tout début. Donc c'est presque le même gars qui a fait la BO de tous les films de Tim Burton. Une fois qu'on le sait, en fait, en revoyant les films, on se rend compte que l'ambiance musicale, il y a un style similaire, un style uniforme dans tous les films de Tim Burton au niveau de la musique et du son. Cette question est très difficile. Moi, j'aime beaucoup les films de Tim Burton de manière générale. Tous ceux que j'ai vus, j'ai apprécié. Que ce soit Édouard aux mains d'argent, Charlie et la chocolaterie. Donc c'est compliqué de décider. Je trouve que dans Beetlejuice, il y a un côté vraiment barré que j'ai vu nulle part ailleurs. Donc dans ce sens-là, non, il a pas fait mieux. Le côté fuse dans tous les sens, film surdétaillé dans les décors, dans le jeu de scène, dans les références, dans les métaphores. Je suis pas sûr qu'il ait fait mieux que ce film-là d'un point de vue créatif. En tout cas, sur ce point-là. Par contre, c'est pas mon Tim Burton préféré. Je pense que malheureusement, Charlie et la chocolaterie est déjà bien loin devant, parce que j'ai aussi lu le bouquin, parce que c'est aussi la petite Madeleine de Proust de l'enfance. Non, ça sera pas mon préféré de Burton. De là à dire qu'il a fait mieux, je pense que Tim Burton, c'est quand même quelqu'un qui est suffisamment bon pour renouveler ses films et pas faire la même chose à chaque fois pour que la réponse à cette question soit suffisamment dure. En fait, moi, le film, il est passé à une vitesse monstre. Je n'ai pas vu le temps passer dans la salle. Pourquoi? Parce que j'étais captivé par tous ces détails dans le film, que j'étais sans cesse à chercher quelle référence il a mis, etc. Ça a beaucoup aidé le fait que j'ai vu le premier. Si j'avais pas vu le premier, je suis pas sûr que j'aurais été aussi attentif, que j'aurais capté autant de choses, et je suis pas sûr que ma séance aurait été aussi intéressante. La fin du film est arrivée, j'étais là, ah ouais, c'est fini. Ok, c'est déjà fini. C'est rapide, je vous assure, c'est très très rapide. Non, franchement, je me suis pas du tout ennuyé devant ce film. En plus, le visuel est vraiment travaillé, il y a quelque chose de contemplatif et qu'on pourrait regarder un peu longtemps et qu'on a envie d'explorer avec nos yeux. Et ça aide aussi à rester concentré sur le film. Deadpool ou Kill Bill? Là, on a deux films qui ont une approche du gore complètement différente. J'ai du mal à choisir parce que Deadpool, il y a ce côté complètement barré, délirant. On a un personnage qui en a rien à foutre de tout, mais en même temps qui est drôle. On a un côté cynique un petit peu qui me plaît beaucoup. Beetlejuice est relativement proche de ce que pourrait être Deadpool, le personnage de Beetlejuice. Et en même temps, Kill Bill, il y a ce côté full référence que Tarantino fait dans le film, avec beaucoup de références à des films, à des éléments de séries, de dessins animés, de ce que tu veux, de culture quoi. On a littéralement un melting pot de culture et Tim Burton fait exactement ça dans Beetlejuice. Donc moi j'aurais tendance à dire Dead Bill. Ta gueule! Les deux en fait. C'est difficile de dissocier l'un à l'autre, c'est-à-dire que si je choisis l'un, je choisis de renoncer à l'autre. Tim Burton pourrait réussir à réunir Deadpool et Kill Bill dans un même film et que ça passe, et que ça soit cohérent, et que ça soit construit, narratif, bref, les deux. Vous pouvez imaginer une scène où Black Mamba tue Bill en lui tirant une balle dans le trou du cul par exemple. Simple et efficace. Et surtout très classe.
Parlons peu, parlons thunes, c'est l'heure maintenant de la rubrique flouze du Cinéshot. Et même si j'ai pas encore le box-office français, le film sort aujourd'hui donc c'est normal, il y a quand même des choses intéressantes à dire dessus. Déjà le budget, c'est un film qui a coûté 100 millions de $, c'est pas rien. Et en même temps, c'est plutôt compréhensif parce qu'on est sur un film qui a privilégié quand même pas mal les décors physiques. Bah, les décors physiques, du coup, il faut les produire. Ça a un coût. Et quand on voit la diversité de plans, de déguisements, etc. qu'il y a dans le film, on se dit qu'il y a eu un petit peu de travail de ce côté-là. D'autant plus qu'on est sur un film de Tim Burton qui va parfois avoir des idées complètement barrées et gigantesques, comme par exemple mettre une maison sous un drap de deuil. Voilà. Donc rien que ça, j'imagine que produire le drap, ça n'a pas dû être une mince affaire. Le mettre par-dessus la maison non plus. Des idées comme ça, il y en a à la pelle dans le film, donc forcément, ça a un coût. Ce qui a dû coûter cher aussi, c'est le fait de reproduire quasiment à l'identique le film qu'il a fait il y a quelques années. Donc pour reproduire des détails qui existaient déjà avant, qui sont plus forcément trouvables, plus réunir un casting d'acteurs qui commence maintenant à avoir une petite renommée. J'imagine que le cachet acteur a aussi un coût. Bref, le film a coûté cher, 100 millions de $, dans son ensemble, et croyez-moi, c'est 100 millions de $ qui ont été bien investis. Petite note marrante, le film est coproduit par Brad Pitt. Et moi, ça m'étonne pas trop parce que c'est typiquement le genre d'humour qui colle à l'image de Brad Pitt. Quand on voit les rôles que joue Brad Pitt, on a souvent des personnages drôles, fun, un petit peu décalés. Il y a qu'à voir Bullet Train ou Mr. and Mrs. Smith. Bref, des rôles comme ça, il en a plein. Et mine de rien, je pense que le personnage de Beetlejuice, c'est un personnage qui aurait plutôt collé avec Brad Pitt. Ça aurait été intéressant de le voir jouer ce personnage. Mais bon, il a rejoint le projet, il a filé des thunes pour financer le film. C'est déjà pas mal. Pas mal, chico. Le box-office à présent, on n'a pas encore les chiffres pour la France, mais sur la première semaine américaine, il a cumulé 111 millions de $, rien que la première semaine. Vous imaginez, 111 millions de $, ça veut dire que rien que sur le box-office américain, le film est déjà rentable. Sur les données dans le reste du monde, j'ai un chiffre à 35,4 millions de $, ce qui donne un total de 146,4 millions de $. Ça fait que le film sur le résultat monde est rentable à 146%. On a une semaine de sortie, Tim Burton est déjà rentable sur son film, ce qui veut dire que là, il va encore avoir des semaines, il va sûrement rester au box-office parce qu'on est sur un banger d'un point de vue cinématographique. Je pense que Tim Burton a bercé l'enfance, l'adolescence de beaucoup, donc forcément les gens vont aller le voir et ça va générer un peu plus de chiffres. Je suis curieux de voir à combien tape le box-office sur ce film. On regardera dans quelques semaines s'il est encore à l'affiche et s'il a atteint des records intéressants d'un point de vue des chiffres. On est donc sur un film qui a un bel avenir devant lui. Tim Burton a une fois de plus rempli le contrat. On verra bien ce qui se passe par la suite. C'est déjà pas mal pour la thune. Maintenant, on va pouvoir noter le film et passer à la shot note. Bon, il va falloir donner une note à ce film. Je me suis régalé devant Beetlejuice. C'est un film que je pourrais totalement utiliser comme source d'inspiration pour aller prendre des idées, pour réfléchir à des concepts ou tout simplement me faire plaisir. La séance de ciné, comme je vous disais tout à l'heure, est passée super vite. Les gens dans la salle étaient contents, ça rigolait et en même temps, il y avait ce côté un petit peu spectaculaire. Ça fait plaisir de voir un film qui est fidèle au premier opus mais qui est aussi remis au goût du jour avec des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs et en même temps un casting de vétérans. Ça fait plaisir de voir des décors à l'ancienne, une direction artistique soignée, une musique millimétrée. Bref, il y a vraiment plein de points positifs sur ce film. On a aussi ce côté un peu carton-pâte qu'on avait dans le premier opus, qu'on retrouve dans ce nouveau. Allez le voir. Franchement, ce film, c'est une dinguerie. Si vous êtes un créatif, si vous avez aimé Beetlejuice, si vous aimez Tim Burton, il n'y a pas de raison que ce film vous plaise pas, donc allez-y. Du coup, concernant la note, pour moi, ce sera un 9 sur 10. Bien mérité, largement mérité. Tim Burton à jamais dans mon cœur. Il vient donc se placer au même niveau que Trap sur la tier list des films du Cinéshot. Les aigris diront que ce film est loin d'être au niveau de Trap, qu'il est bien au-dessus. Moi, je trouve que Trap, c'était super. Mais on n'est pas là pour parler de Trap, on est là pour parler de Beetlejuice, qui mérite largement sa note de 9 sur 10. Est-ce qu'il y aura un film qui attendra un jour les 10 sur 10? Bonne question, on verra bien ce que nous réserve l'avenir au niveau ciné. Mais est-ce qu'il y a au moins un film qui a 10 sur 10 dans mon top de films préférés? Peut-être bien, ouais. Si mon top film est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo dessus à l'occasion. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie de m'avoir suivi, j'ai encore passé un super moment à vous parler cinéma. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, on sera très content de vous compter parmi les VIP de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres Cinéshots qui sont dans la playlist, on a déjà traité plusieurs films sur la chaîne. Allez au cinéma voir Beetlejuice, le grand retour de Tim Burton au cinéma, le premier long métrage nostalgique de Tim Burton, ça vaut le coup. Et surtout, n'oubliez pas de regarder le premier avant pour profiter au maximum de votre séance. Croyez-moi, ça en vaut la peine. Moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, filez good et surtout allez au ciné. C'était Jérém. Ciao!